Imaginons un instant le scénario suivant. Essayer de diriger une transformation politique majeure, de faire plier un régime en place, alors que l'immense majorité des troupes les plus bruyantes se trouvent à 5000 km des frontières nationales. Ah oui, avec pour seule arme un smartphone. C'est ça, un smartphone et une connexion Internet. C'est un paradoxe fascinant, presque digne d'un thriller d'anticipation, non? Et c'est exactement cette mécanique qu'on va disséquer aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle exploration sur la chaîne YouTube, la revue du 237. Tout à fait. Et pour la douzaine de minutes à venir, l'objectif est de plonger au cœur d'un document politique récent, brûlant, et d'une densité vraiment incroyable. D'ailleurs, pour les passionnés d'analyse qui veulent comprendre les rouages cachés de l'actualité sans filtre, eh bien, cliquez sur le bouton d'abonnement de la revue du 237 est le meilleur moyen de ne rater aucune de nos futures dissections. C'est le petit geste qui soutient la chaîne, exactement. Donc aujourd'hui sur la table, nous avons une lettre ouverte. Elle est signée par Issa Chiroma Bakari qui utilise dès les premières lignes un titre extrêmement lourd de sens. Il se déclare président élu de la République du Cameroun. Ah oui, le ton est donné tout de suite. Voilà. Et ce texte, rédigé juste après l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, eh bien, il ne s'adresse pas du tout aux citoyens restés au pays. Non, il ciblait exclusivement la diaspora camerounaise. C'est-à-dire la société civile à l'étranger, les activistes, les lanceurs d'alerte, quoi. Exactement. Et c'est un choix d'une audace folle sur le plan rhétorique. C'est pas un banal communiqué pour remercier des soutiens lointains, pas du tout. C'est un véritable appel aux armes conceptuelles. Oui, on sent l'urgence dans les mots. Totalement. L'auteur mobilise l'histoire de la nation, il joue sur l'émotion de l'exil, et il installe ce sentiment d'urgence absolue pour lier le sort du pays à une population qui n'y vit plus au quotidien. Mais juste avant d'aller plus loin, il y a une règle du jeu fondamentale à établir pour ceux qui nous écoutent. Ah oui, très important. Ce document lance des accusations gravissimes. On y parle de hold-up électoral, d'usurpation du pouvoir, de dérive monarchique, enfin, des termes très forts. La démarche de notre émission n'est absolument pas de valider ces revendications. Ni de les réfuter d'ailleurs. Exactement. On est les avocats de personne. L'idée, c'est d'enfiler nos blouses de laborantins de la politique pour examiner la mécanique du texte. C'est une analyse strictement impartiale des rouages d'un discours. C'est un peu comme examiner l'ingénierie d'un pont suspendu. On regarde comment les câbles de la rhétorique sont tendus pour supporter le poids du message, mais on ne juge pas la destination de la route. J'aime beaucoup l'image du pont. Notre mission, c'est de comprendre sur quoi l'auteur s'appuie pour revendiquer cette légitimité, pourquoi il parie absolument tout sur la diaspora, et surtout l'objectif opérationnel derrière tout ça. D'accord, décortiquons un peu tout ça. Si on s'imprègne des premiers paragraphes, le tableau, il ressemble à un véritable décor apocalyptique. C'est le moins qu'on puisse dire. L'auteur pose un postulat clair, il revendique la victoire du 12 octobre 2025 grâce à une mobilisation inédite portée par le vote de l'extérieur. Mais très vite, la lettre se transforme en un réquisitoire implacable. Contre le régime en place. C'est ça. Un régime accusé d'usurpation, on y liste la pauvreté, la dette écrasante. Honnêtement, en lisant ça, je me suis fait la réflexion du cynique de service. Dénoncer la pauvreté ou la dette, c'est le b.a.-ba, non? Mhm. C'est le refrain de toute opposition dans le monde. Qu'est-ce qui rend cette charge différente? Ce qui est fascinant ici, c'est précisément la manière dont il dépasse la simple critique économique pour attaquer l'essence même de la République. C'est-à-dire, Eh bien, il ne dit pas juste que le gouvernement gère mal, il dit que le gouvernement n'est plus une république. Et le point de bascule, le point central, se trouve dans un terme très précis concernant une modification constitutionnelle. ah, la fameuse création du poste de vice-président. Exactement. La création, je cite, nuitamment, d'un poste de vice-président nommé. Oui, alors ce mot, nuitamment, il m'a fait tiquer. Ça sonne presque comme l'ouverture d'un roman policier ou de KPDP. Et c'est tout sauf un hasard sémantique. Nuitamment, c'est ce qui se fait dans l'ombre, en cachette, loin de la lumière du débat démocratique. Ça installe tout de suite l'idée de clandestinité. Voilà. Mais il va encore plus loin. Il connecte cette manœuvre récente à un arc narratif historique beaucoup plus vaste. Le texte invoque les souvenirs de 92 et de 2018. Des dates qu'il qualifie aussi de hold-up électoraux. C'est ça. En tissant ce fil rouge sur plus de 30 ans, il ne présente pas l'événement de 2025 comme un simple accident de parcours. Il construit une grande fresque de la confiscation ininterrompue du pouvoir.
Donc la nomination de ce vice-président, dans sa logique, c'est la cerise sur le gâteau de l'illégitimité. C'est la preuve ultime de ce qu'il nomme la dérive monarchique. Et le choix du mot monarchique est chirurgical. Parce qu'une monarchie implique l'hérédité, c'est ça? Exactement. L'hérédité, la privatisation de l'État par un clan, à l'opposé exact de l'idée de la chose publique. Il démontre ainsi que l'adversaire n'est plus un simple rival politique, mais une entité qui verrouille le système de l'intérieur. Dans les ténèbres en plus. Et c'est là que la logique bascule vers sa stratégie principale. Parce que si la maison est verrouillée de l'intérieur, avec des serrures changées en pleine nuit, c'est impossible d'agir depuis le salon. Il faut quelqu'un à l'extérieur pour forcer la porte. Voilà. Ce qui explique pourquoi ce texte est adressé exclusivement à la diaspora. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'auteur sort le grand jeu des louanges. Il parle de patriotisme, d'une conscience citoyenne qui défie la distance. Oui, il est très flatteur. Pour utiliser une analogie, il traite cette diaspora non pas comme des expatriés nostalgiques, mais vraiment comme un second front opérationnel, une armée de réserve. Une armée de réserve qui, dans son récit, possède un avantage tactique majeur. Elle échappe aux contraintes physiques et à la répression du pouvoir en place. Exactement. Mais il y a un passage précis qui mérite qu'on s'y arrête. L'auteur prend la peine de souligner l'hommage rendu par cette diaspora à un homme en particulier, Anicet Ekane. Ah oui, c'est un point crucial pour comprendre le sous-texte. Pour l'audience qui ne maîtriserait pas forcément tous les détails de l'histoire politique locale, glisser ce nom, c'est pas juste un clin d'œil. Anicet Ekane, c'est une figure emblématique, un symbole lourd des luttes pour les libertés et le retour au multipartisme. Un homme qui a payé le prix fort sur le terrain. Voilà. Mais soyons honnêtes une seconde. Comment l'auteur justifie cette association? On parle de héros historiques qui ont risqué leur vie et on les connecte à des activistes qui s'expriment surtout via des vidéos en direct depuis Paris ou Londres. C'est un grand écart monumental, non? C'est un grand écart, oui. Mais c'est une pirette psychologique brillante. L'auteur fait ce qu'on appelle une synthèse historique. C'est-à-dire? Il sait très bien que la culpabilité de l'exil ou la culpabilité du survivant, c'est un sentiment très puissant. Vivre dans le confort matériel pendant que son pays souffre, ça crée un besoin de se sentir utile. D'accord, je vois. Et ce que l'auteur fait, en invoquant les figures comme Anicet et Canet, c'est anoblir la colère virtuelle de la diaspora. Il les sacre un peu chevaliers de la République. Parfaitement. Il leur dit en gros, vos combats sur les réseaux sociaux, vos alertes, votre indignation, c'est pas du bruit numérique. C'est le prolongement direct du sang versé par les pères fondateurs. Ah ouais, c'est fort. Ça donne une dimension sacrée à cette fameuse bataille des tout-dits. Exactement. Ce processus d'anoblissement, il est vital parce qu'il crée un poids de responsabilité immense. Si on est l'héritier des héros, on n'a pas le droit d'échouer. Mais alors, il y a un mystère béant ici. Si cette diaspora est une force de frappe si phénoménale, pourquoi n'a-t-elle pas déjà gagné? Pourquoi prendre la plume au milieu d'une crise historique pour leur écrire une si longue lettre? Et c'est justement là que le document dévoile sa vraie nature. C'est pas qu'un discours de motivation, c'est un diagnostic d'échec. Le texte opère un virage à 180 degrés, très subtil. Toute la première partie servait uniquement à préparer le terrain psychologique. Il faut gonfler le torse de l'audience avant de pouvoir lui asséner un coup derrière la tête sans qu'elle s'effondre. Plus presque un directeur d'école qui recadre des élèves dans la cour. C'est tout à fait ça. Il liste les fléaux internes, les dissensions, les batailles inutiles, les attaques personnelles, les querelles de leadership. J'avoue que ça m'a laissé perplexe. D'un côté, il appelle à une insurrection démocratique, ce qui implique la liberté de ton, un bouillonnement chaotique, C'est la nature même d'une révolution citoyenne, oui. mais de l'autre, il exige l'arrêt brutal des polémiques. Il réclame ou discipline de fer. Enfin, essayer de discipliner des activistes sur Internet, c'est comme essayer de ranger des chats dans une boîte en carton, non? J'adore l'image, et elle est très juste. C'est une contradiction totale, non? Eh bien, cela soulève une question primordiale sur la nature du militantisme à l'ère des réseaux sociaux. L'auteur démontre une compréhension très fine de l'entropie numérique. L'entropie numérique? Oui, dans un mouvement décentralisé sans vraie hiérarchie, l'énergie produite est colossale, mais elle se dissipe totalement dans la chaleur des polémiques internes. Les activistes finissent par chercher le clash pour faire des vues. Les fameux likes. En gros, on finit par se battre pour savoir qui est le plus grand révolutionnaire sur Facebook, au lieu de combattre le régime. Exactement. Et le diagnostic est chirurgical. L'adversaire de la diaspora, c'est pas seulement Yaoundé, c'est elle-même. La fragmentation, c'est son pire ennemi. Un mouvement qui carbure à l'indignation virtuelle et volatile. Et au final, inoffensif. Donc l'auteur tente un recadrage brutal en déplaçant l'attention vers des actions tangibles. C'est la feuille de route. Il ne dit pas juste d'arrêter de se disputer. Il propose deux actions précises.
La première, c'est la solidarité directe. Soutenir financièrement et moralement les victimes de la crise post-électorale et les détenus. Il ramène l'attention sur la chair, sur les corps de ceux qui souffrent physiquement. C'est fondamental pour réancrer cet activisme de salon dans le réel. Ça coupe court aux querelles de vanité. Et la seconde action, c'est de se rallier en bloc derrière ce qu'il nomme le programme de transition et de transformation. Fini les débats infinis, voici le programme, suivez-le. Cette urgence à former une mobilisation concertée agit comme un entonnoir géant. Toutes les déceptions, toutes les louanges, tout converge vers un point précis. Un pacte scellé. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Comment ce pacte se matérialise-t-il? Eh bien, l'auteur annonce que le but suprême est l'avènement d'un Cameroun nouveau. Une expression qui claque d'ailleurs. Conditionné au rétablissement de la vérité des urnes. Mais ce qui m'a vraiment happé, c'est la toute dernière phrase. Le saut sur le contrat. Je cite, «Je compte sur vous et vous savez pouvoir compter sur moi». Une symétrie parfaite. On dirait un échange de vœux lors d'un mariage politique. Mais franchement, n'est-ce pas un aveu de faiblesse terrible pour quelqu'un qui se dit président élu de dire si ouvertement «j'ai besoin de vous pour exister»? Si l'on relie cela à la situation globale, ce n'est pas une faiblesse, c'est l'essence même de la politique transactionnelle. Cette petite phrase est le cœur nucléaire de sa stratégie. Comment ça? La première partie, je compte sur vous, c'est un aveu de dépendance opérationnelle très clairvoyant. Le titre de président élu n'est qu'un concept juridique flottant à ce stade. Sans la puissance de frappe médiatique et financière de la diaspora, ce titre ne vaut rien. Il assume que sans cette synergie, il sera écrasé par la machine étatique. L'usurpation triomphera, comme il dit. Exactement. Mais c'est la deuxième partie qui referme le piège. Vous savez pouvoir compter sur moi. C'est le retour sur investissement. Ah, la promesse de récompense. Voilà. Il leur dit en filigrane, faites taire vos égaux aujourd'hui, disciplinez-vous en une armée cohérente, portez-moi au pouvoir, et demain, dans ce Cameroun nouveau, votre statut de sauveteur sera récompensé. Le programme de transition est la garantie de ce contrat C'est une promesse mutuelle d'ascension politique. individuel et promettre un pouvoir futur pour obtenir l'obéissance immédiate. On comprend mieux pourquoi c'est bien plus qu'une lettre, c'est un outil d'ingénierie sociale. Transformer une nébuleuse d'internautes bruyants en une arme politique massive, merci infiniment pour cette analyse en profondeur. C'est jubilatoire de gratter sous la surface des mots pour voir comment se fabrique l'adhésion politique. Avec plaisir. Le discours politique est la technologie la plus ancienne pour mouvoir les foules. L'analyser avec cette distance clinique nous protège des manipulations. Tout à fait. Et ça nous permet de comprendre les vrais enjeux de pouvoir derrière de grands mots comme patriotisme. Cette lettre est un cas d'étude magistrale. Avant de refermer ce dossier, il y a une réflexion fondamentale qui émerge, un point de tension que le document effleure sans le résoudre. Et c'est sur ça qu'il est intéressant de faire méditer notre public. Absolument. Le texte bâtit sa puissance sur l'idée que l'éloignement physique ne dilue pas l'engagement. Très bien. Mais sur un plan pragmatique, ça soulève une question vertigineuse pour l'avenir. Laquelle? Eh bien, lorsque le moteur principal d'une dynamique de changement réside à des milliers de kilomètres, comment on gère le choc inévitable avec la réalité du terrain? Le fameux fossé entre le virtuel et le matériel. C'est exactement ça. Il y a un gouffre entre l'intransigeance flamboyante d'un débat mené depuis un appartement parisien ou new-yorkais, à l'abri, et la réalité rugueuse, lente et parfois très violente du militant à Yaoundé ou Douala. Celui qui subit directement les conséquences des appels à l'action. Peut-on véritablement piloter une transition complexe en s'appuyant de manière aussi disproportionnée sur un front extérieur qui ne paiera jamais le même prix physique en cas d'échec? C'est un défi éthique et politique immense. Une dissonance cognitive à l'échelle d'une nation. Exiger l'héroïsme au pays tout en tweetant depuis l'étranger. C'est le paradoxe des révolutions 2.0. Et c'est sur cette interrogation majeure que se clôture notre plongée analytique du jour. Un immense merci à notre audience pour sa curiosité. Il ne faut pas oublier, pour ceux qui apprécient ce format d'exploration en profondeur, que le geste le plus fort est de s'abonner à la chaîne YouTube La Revue du 237. La section des commentaires est grande ouverte pour en débattre, bien sûr. Oui, quelle est l'opinion de notre public sur cette friction entre l'activisme de la diaspora et le militantisme du quotidien sur le terrain? Laissez un avis, c'est toujours le point de départ des meilleures discussions. On se retrouve extrêmement vite pour un nouveau décryptage des idées qui façonnent notre monde. À très bientôt. À très bientôt.